Bonjour Laurent Berger, nous allons Bonjour. évoquer la crise, le Ségur, mais d'abord un mot quand même sur cette nouvelle équipe, un nouveau Premier ministre, des stars, des piliers de droite qui prennent du galon. Quel regard portez-vous sur ce remaniement et les premiers pas de ce gouvernement des 600 jours, comme l'a dit le président de la République? Sur le casting, je n'ai pas envie de me prononcer. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je fais avec les interlocuteurs qui sont devant nous. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où ça ne change pas quand même. Ça change au ministère du Travail et de l'Emploi, donc on verra. Et puis, le deuxième élément, c'est on va juger aux actes. Les premiers pas, c'est les premiers pas symboliques. Alors, il y a l'annonce au Ségur de la Santé cette nuit, mais pour le reste, on va juger aux actes. Ceux qui disent que c'est le retour de Sarkozy, vous dites quoi? J'en sais rien. Franchement, c'est pas ma grille de lecture, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est qu'on est dans une crise sociale énorme, dans une crise démocratique, et qu'on a des défis majeurs devant nous. C'est eux qui vont conduire et donner les réponses. Justement. Est-ce qu'ils vont, de là où ils viennent, avec ce qu'ils sont, est-ce qu'ils vont s'inscrire dans la transition écologique? Est-ce qu'ils vont lutter contre les inégalités, contre la pauvreté qui a progressé de façon énorme dans notre pays ces derniers mois? Voilà, c'est ça mes préoccupations. Et il y a des signaux qui sont donnés, vous dites, c'est une histoire de casting. Alain Griset, il est le président de l'Union des entreprises de proximité. Il a intégré l'équipe de Bruno Le Maire à Bercy. Il a été artisan de taxi pendant plus de 30 ans. Quand on recrute un profil comme celui-ci, on envoie un signal, non? On envoie un signal au travail, aux indépendants, aux artisans, bien sûr. J'espère que... Vous savez, il faut passer d'une fonction à une autre. Moi, je considère que le rôle de syndicaliste est un rôle assez contenu. C'est-à-dire, il ne faut pas aller sur des terrains qui ne sont pas les nôtres. Mais ça regarde chacun. Il y a des signaux qui sont envoyés. Il y a un signal aussi, par exemple, avec une ministre déléguée à l'insertion. Oui. Donc, c'est un bon signal que ce soit qu'il y ait un ministre délégué à l'insertion. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Bon, c'est aussi la personne qui avait demandé du bénévolat aux bénéficiaires du RSA, ce avec quoi je suis totalement opposé. Donc, on va voir aux actes. Et il y a un signal qui est envoyé sur le dossier des retraites, c'est Elisabeth Borne qui reprend le dossier. Elle était plutôt en pointe sur le dialogue social quand elle était à RATP. C'est un bon signal, ça? Elisabeth Borne, c'est quelqu'un avec qui, y compris au ministère du Transport, à l'écologie, on peut discuter. C'est clair. Avec qui les choses sont claires. Lorsqu'elle dit quelque chose, elle s'y tient. Et elle écoute ses interlocuteurs. Elle est parfois dure en affaires, mais enfin, c'est aussi son rôle. Donc on va voir, encore une fois, on va voir. Mais vous savez, moi, ma préoccupation, ce n'est pas les retraites, c'est l'emploi des jeunes. Ces jeunes qui vont sortir du système scolaire et qui vont se retrouver dans le sable parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'emplois. Et vous avez raison, et on va en parler ce matin de l'emploi. Un mot sur le Ségur de la santé, on l'a entendu dans le journal de 7h30, c'était la surprise. Jean Castex est invité à une réunion sur le Ségur de la santé. Il propose une enveloppe de 7,5 milliards d'euros pour les salaires des soignants. La question des emplois seront aussi au cœur des négociations. Est-ce que c'est suffisant pour déboucher sur un bon accord ? Il y a encore une négociation cet après-midi à 14h. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais dit en début de semaine qu'il fallait aller à 8 milliards pour avoir une revalorisation des salaires qui soit conséquente et marquante pour chaque personne de l'hôpital public et aussi en termes de santé privée. Il y a un effort qui est fait. Maintenant, il faut regarder la répartition. La négociation, elle se passe sur la répartition. Qu'est-ce qui va être accordé en termes d'augmentation de salaire pour les soignants, les non-soignants, en termes de socle? Et qu'est-ce que vous souhaitez ? Eh bien, je souhaite que les 8 milliards, puisque j'espère qu'on ira un petit peu plus loin, les 8 milliards soient consacrés à une revalorisation socle qui aille au-delà de 200 € pour les soignants et qui s'approche de 200 € pour les non-soignants, autour de 150, on verra. C'est la négociation qui va le dire, mais il y a un effort qui est fait. Personne ne pourra dire l'inverse. Personne ne pourra dire l'inverse. Maintenant, il faut que dans la négociation, les choses se nouent correctement pour que, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les soignants ou les non-soignants dans l'hôpital public, lorsqu'ils vont voir leur prochaine fiche de paie, ils vont s'apercevoir qu'effectivement, il y a eu un effort et que c'est dû en partie à l'abnégation des organisations syndicales. Vous l'avez rencontré, Jean Castex ? Non, pas encore, mais j'y vais jeudi. Parlé ? Oui, j'ai échangé brièvement pour nous dire que nous allons être reçus. Il est réputé dans le milieu syndical, plutôt apprécié, parce que dans les fonctions qu'il a occupées, il a toujours privilégié le dialogue. Encore une fois, les actes. Sur le Ségur de la santé, c'est possible d'avoir un accord d'ici au 14 juillet ? En tout cas, il veut aller vite. Oui, c'est souhaitable, mais sur le Ségur de la santé, on connaît maintenant à peu près les contours de la discussion. Il faut maintenant aller aux actes et qu'ils écoutent. Vous savez, une négociation, ce n'est pas arriver avec une position et repartir avec la même. C'est écouter ses interlocuteurs.
Là, je crois que la CFDT Santé fait des propositions extrêmement précises sur la répartition de ces 7,5 milliards. J'espère qu'ils seront écoutés. On entre dans le dur, comme vous le dites. La rentrée sera très dure. Il faut nous y préparer, a dit le président de la République. La crise, en fait, elle est déjà là. Airbus, Nokia, Smart, 3 entreprises qui prévoient des suppressions d'emplois qui vont se mobiliser aujourd'hui. Est-ce qu'il faut interdire les licenciements, comme l'ont fait, par exemple, les Espagnols? Écoutez, je vais vous dire, ça dépend des situations. Vous me parlez de Nokia. Nokia, c'est un comportement insupportable. Je serai ce midi avec les salariés de Nokia à manifester devant l'ambassade de Finlande. 233 suppressions de postes. C'est injustifié, totalement injustifié. 4e plan social en 4 ans, aucune promesse tenue dans les engagements qui ont été pris à l'égard de l'État. Là, dans ces cas-là, l'État, interdire les licenciements, c'est un slogan. L'État ça se fait en Espagne, devrait... en ce moment. Oui, en Espagne, c'est plus compliqué que ça. Je peux vous dire, en tant que de la Confédération européenne des syndicats que je préside, c'est plus compliqué que ça. Mais ceci étant, là, Nokia, l'État doit imposer des conditions au versement de ces aides. Par exemple, Nokia reçoit beaucoup de crédits impôt recherche. Eh bien, si vous supprimez de la R&D, il faut que drastiquement les aides qui vous soient accordées soient supprimées. Sur des entreprises qui sont en grosse difficulté économique, comme Safran. Il faut tout faire pour que les licenciements n'aient pas lieu. À Safran, par exemple, dans l'aéronautique, on a signé un accord à plusieurs organisations syndicales qui prévoit du chômage partiel longue durée pendant 2 ans. 2 ans pour 6 000 salariés. Et avec des clauses de retour à meilleure fortune, etc. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est sortir du slogan. Soit le slogan qui consisterait à dire écoutez, c'est le marché qui domine et on fait ce qu'on peut, et tant pis s'il y a une suppression d'emploi. Non, mais c'est ce que disent certains libéraux en disant laissons faire le marché. Et puis d'autres qui diraient il n'y a pas de licenciement. Ça peut faire plaisir, mais enfin, ça n'a pas de réalité concrète. Ce qui est important, c'est de tout faire pour préserver l'emploi et en développer au maximum. Où est-ce qu'on en développe? On en développe dans la transition écologique. Oui. Et là, je tiens à le dire, là, on a l'impression d'une vision très très faible de la part du gouvernement. Comment vous le voyez ça? En termes de nomination, c'est pas très agréable pour Barbara Pompili? Non, pas du tout. Non, au contraire, je pense qu'elle est très convaincue sur la question écologique. Elle est numéro 2 du gouvernement. Vous savez, il y a deux les émetteurs, les facteurs d'émission des gaz à effet de serre, le transport, le logement, la rénovation thermique des logements. Si on s'engage fermement avec de gros investissements économiques publics et privés, on règle le problème. Si on s'engage dans les mobilités, dans le développement des transports en commun, avec de vrais investissements également, on contribue à baisser largement les émissions de gaz à effet de serre. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous ne voudriez pas que ce sujet-là ne passe au second plan? Bien sûr, c'est un des risques. Et vous avez l'impression, dans les premiers pas du gouvernement, que ça peut passer au second plan? Je dis que c'est un des risques, et c'est clairement un des risques. Il y a des annonces très très vite à faire sur ce sujet-là, très très massives en termes d'investissement. Bruno Le Maire veut baisser les impôts de production, 3 fois plus élevés qu'en Allemagne. Il dit que c'est la condition de la relance. Non, la condition de la relance, c'est continuer une politique de soutien à l'économie qui a été faite pendant le confinement, mais je ne crois pas que ce soit encore de baisser la responsabilité des entreprises. Alors, si c'est pour le conditionner à d'autres versements, mais les entreprises publiques, elles ont montré quoi dans cette période? Qu'elles étaient très dépendantes de la puissance publique et de l'aide de l'État. Maintenant, il faut qu'elles rendent un peu dans leur comportement sur l'emploi, sur l'embauche de jeunes, sur l'insertion de personnes les plus éloignées de l'emploi. Est-ce qu'il va falloir mettre en place un revenu minimum vital? En tout cas, ça mérite qu'on repose la question. Ça mérite que parce que le choc va être brutal? Parce que le choc va être brutal et que peut-être la relation à l'emploi, au travail, a bougé ces derniers temps. Et puis parce qu'il y a aussi des publics qui sont très touchés. Moi, avant de faire le revenu minimum, ça mérite réflexion, il faudrait faire un RSA attribué à tous les jeunes de moins de 25 ans qui sont sans revenus et sans ressources. Et malheureusement, ils vont être très nombreux. Vous avez parlé de la réforme des retraites en disant que ce n'est pas le sujet, c'est le sujet de Jean Castex et c'est le sujet du président de la République qui veut une concertation avec vous sur les équilibres financiers. Ce ne sera pas le sujet de la CFDT dans les semaines et les mois à venir. Vous avez compris que le sujet de la CFDT, c'est travailler tous et travailler mieux. C'est de l'emploi, c'est la lutte contre les exclusions et la pauvreté. Vous n'irez pas aux concertations? Ben si, parce qu'on y va jeudi. J'imagine qu'on ne va pas lui imposer de fait de ne pas en parler. Mais je lui dirais que ce serait complètement idiot de se mettre sur la figure pendant l'été ou à la rentrée sur ce sujet dont on sait qu'il est explosif, alors qu'on va avoir un peu besoin de cohésion pour lutter contre le chômage et contre la pauvreté. Merci.